Bonjour, je vais essayer de vous donner des cours comme ça par visioconférence. Je ne suis pas très habile, mais on va essayer de faire en sorte comme ça vu que les temps sont extrêmement particuliers. Je vais essayer de découper le cours du complot contre l'Amérique en petits bouts. Et là, j'ai décidé de traiter donc une mosaïque américaine, comme je l'ai indiqué sur le cours. Dans le roman de Philippe Roth, le peuple américain est décrit, et comme chez Aristophane, on va retrouver cette complexité de l'individu. Il n'y a aucun manichéisme chez Philippe Roth comme chez Aristophane. Dans un premier temps, évidemment, on va travailler sur les communautés, puisque c'est comme cela que Philippe Roth les présente au fur et à mesure de son roman. La première communauté qu'il nous présente, c'est la communauté juive, qui n'a pas l'air extrêmement attachée à sa religion, aux pratiques religieuses. Philippe Roth se sent particulièrement américain, et quand il y a des individus qui se présentent à sa porte pour parler de religion et chercher de l'argent, il les trouve un petit peu extrémistes, et il ne se sent pas véritablement concerné par les démarches de ces personnes. Et finalement, au fur et à mesure du roman, les Juifs sont décrits comme des nouveaux Amérindiens ou des nouveaux Noirs. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les persécutions sont de plus en plus importantes, sont progressives, et qu'il s'agit de les exclure, comme on a exclu les Amérindiens, comme on a exclu les Noirs. Donc je vais prendre un exemple. Donc au départ, les Juifs sont dans la société américaine, puis petit à petit, par les décrets de Lindbergh, on va les considérer dans son discours comme un groupe juif, par rapport au sang européen, dans le discours de Lindbergh des moines, qui a réellement existé. Et à partir de là, ils sont stigmatisés, et les Juifs sont décrits comme petit à petit des gens qui nuisent à la société américaine, qu'il faut maintenir à l'écart, ou qu'il faut intégrer comme s'ils n'étaient pas intégrés. Du coup, ça va donner lieu à des comment on pourrait appeler ça, au départ, simplement des insultes. C'est le cas de l'épisode de l'hôtel, où le père de Philippe est insulté de grande gueule de juif. Puis petit à petit, on va leur demander de quitter leur ville pour aller s'intégrer ailleurs, plus proche des Américains. En fait, ce n'est qu'un prétexte pour les écarter totalement des grandes villes stratégiques. Puis petit à petit, on va en arriver à des émeutes, à des pogroms, comme à la fin dans le chapitre 8, Mauvais jour, et le chapitre 9, où on se met carrément à brûler des Juifs et à tuer du monde. Il s'agit par exemple du sort de Mrs. Wishno, dont on va retrouver le cadavre dans un fossé. Et donc, au départ, ces individus sont plus ou moins, au fur et à mesure, écartés de la société américaine. Le programme du rabbin Bengelsdorf et participe en fait au même but. Il s'agit de déjudaïser au maximum, ou de christianiser au maximum ces juifs qui ne sont pas véritablement très ancrés dans leur religion. L'autre communauté très importante, c'est bien sûr la communauté adverse, les antisémites juifs.
qui sont représentés à toutes les échelles de la société. Cela va donc du citoyen lambda qui insulte Hermann Rost dans le restaurant, hein, grande gueule de juif, jusqu'au plus haut du haut sommet, avec Lindbergh. Et sont reconstitués bien sûr tous les stades de l'antisémitisme, avec le Bund, qui est un groupe qui va manifester son opposition à l'URSS. Il s'agit d'une alliance germano-américaine pour justement favoriser l'alliance entre Hitler et Lindbergh. Jusqu'à Lindbergh, évidemment, le président des États-Unis présenté ici, qui n'hésite pas à parler de groupes juifs et à plus ou moins les désigner à la vindicte de ceux qui sont issus du sang européen. L'autre groupe présenté, c'est le KKK, le Ku Klux Klan, qui normalement aux États-Unis en veut surtout à la race soi-disant noire, à la race soi-disant hispanique, etc. Et qui s'est rendu tristement célèbre en tuant de manière raciste des êtres humains. Et ici, le Ku Klux Klan est récupéré et à nouveau, on le présente comme une organisation raciale qui tue des juifs comme le Ku Klux Klan tue des noirs. Et c'est surtout lors des programmes, donc à la fin du roman, au chapitre 9 et au chapitre 8, qu'on va retrouver ce Ku Klux Klan. Donc d'un côté les victimes, de l'autre côté les bourreaux, de manière générale, et entre les deux, ce qu'on a appelé la majorité silencieuse, et qui est présentée aussi chez Roth, notamment dans le restaurant et l'hôtel où Hermann se fait insulter. La plupart des gens assistent sans rien dire ou sans rien faire aux insultes que subissent Hermann Roth et sa famille. Et même celui qui va les aider par la suite, leur guide, Monsieur Taylor, n'intervient pas au moment où la police insiste pour qu'ils partent de l'hôtel. Il va intervenir après. C'est-à-dire au moment où la police sera partie, où le père du narrateur a décidé de sortir de l'hôtel. Et là, curieusement, on comprend que cette personne va les aider, alors qu'au départ, elle n'a pas réagi. Donc cette majorité silencieuse existe, elle assiste au spectacle, hein, comme on l'a vu dans Aristophane, et elle ne prend pas parti ouvertement, comme s'il n'y avait pas de fraternité au sein du peuple américain. On laisse faire, on attend, et c'est par la suite, a posteriori, qu'on agit, de la même manière que M. Taylor. Et pourtant, celui-ci va les guider à travers leur périple, leur voyage initiatique pour la démocratie. Celui-ci donc va leur trouver un nouvel hôtel. Pourtant, il est extrêmement bénéfique pour eux. Mais il ne va pas agir quand ils sont attaqués. Donc, tous ces individus, à différentes échelles sociales, qu'ils soient victimes, qu'ils soient bourreaux, qu'ils soient attentistes, sont présentés de manière unique et complexe. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces communautés, à l'intérieur des victimes, à l'intérieur des bourreaux, à l'intérieur de la majorité silencieuse, toute la complexité des individus est conservée. C'est-à-dire qu'on va retrouver des héros et des traîtres dans chaque communauté.
toujours cette vision non manichéenne des choses déjà présentes chez Aristophane. Alors, je vais m'expliquer. Je vais commencer par le camp des Juifs, le camp globalement du parti des Juifs ou de ceux qui vont agir pour les Juifs et qui ne sont pas forcément Juifs. Donc dans cette société américaine, évidemment, le grand héros, c'est FDR, Franklin Delano Roosevelt, qui est présenté comme celui qui est le rassembleur de tout le peuple américain, le héros par-dessus tout. Mais vous avez en dessous de lui, je dirais des sous Franklin Delano Roosevelt, mais qui agissent de la même manière, vous avez LaGuardia, le maire de New York, qui justement dénonce un complot contre l'Amérique. Et si complot il y a, c'est un complot contre la démocratie et pas un complot des Juifs. C'est lui qui arrive à renverser la situation que les détenants du pouvoir, Lindbergh par exemple, ont fait croire aux Américains comme quoi c'était les Juifs qui essayaient d'amener la guerre, etc. Parmi toujours ces héros, un héros extrêmement controversé, Winchell, puisque c'est un journaliste qui va dénoncer sans cesse l'activisme de Lindbergh et tous les mensonges de l'administration Lindbergh. Pourquoi je dis qu'il est controversé, ce personnage-là? Parce qu'il est toujours extrêmement virulent, il est au départ à la limite de l'insulte, puis il devient insultant, puis il devient extrême. Il décide de se présenter aux élections, mais il ne le fait pas de façon raisonnable, puisqu'il va être assassiné. Donc lui, c'est le héros, c'est la victime sacrificielle. Et cette victime sacrificielle est contestable, parce que justement, il attaque les individus de façon extrêmement violente. D'une certaine manière, on a d'un côté le héros irréprochable, Franklin Delano Roosevelt, un sous-héros irréprochable, LaGuardia, hein, qui consiste dans une sorte de schéma en étoile qui permet de mieux comprendre qu'à divers échelons, il y a des héros parfaitement et pleinement héroïques. Et puis de l'autre côté, vous avez le héros contestable, Winchell, qui, tout de même, par son sacrifice, va commencer à perturber l'illusion théâtrale qu'a voulu mettre en place l'administration Lindbergh. Ça y est, on tue là maintenant. C'est ce qui va déclencher un petit peu la prise de conscience américaine de ce qui est en train de se passer dans le roman. Parmi ces héros, vous avez aussi Herman, le père du narrateur, et vous avez Philippe. Et Philippe est lui aussi un héros, mais un héros un petit peu contestable lui aussi. Puisque c'est un héros dans la mesure où il prend très tôt, très jeune, conscience que ce que son père dit est juste, qu'il prend très tôt conscience que Lindbergh est extrêmement néfaste pour la nation américaine. Il a très très bien compris l'illusion théâtrale et donc lui, il voit au-delà. Mais d'un autre côté, il est extrêmement jeune. Il n'est pas totalement mature, mûr. Il va chercher à se renseigner de la même manière que son père en allant au cinéma, au newsreel, pour voir les actualités, pour voir véritablement ce qui s'est passé lorsque les Américains ont reçu le ministre allemand, pour voir un petit peu Tante Evelyne et le rabbin Mengelsdorf, pour essayer de mieux comprendre par lui-même les choses. En cela, c'est extrêmement positif, c'est une démarche citoyenne qu'il a. Mais d'un autre côté,
il va dénoncer Seldon, son copain d'immeuble, parce qu'il veut un petit peu s'en débarrasser, il est trop collant à ses yeux, et il va donner son nom à la tante Evelyne, afin qu'elle le mette dans le groupe d'insertion auquel Sandy a déjà fait partie, et qui s'appelle Des gens parmi d'autres, si je me rappelle bien. Des gens parmi d'autres, c'est bien ça. Donc, voyez-vous, même Philippe, qui pourtant est une conscience extrêmement claire sur le problème, et bien finalement n'est pas lui non plus tout blanc. Quelque chose qui n'est pas clair. Et puis, nous avons le grand héros, mais attention, présenté sous le regard de son fils, sous le regard du narrateur, c'est-à-dire que le grand héros du roman, c'est Herman, c'est-à-dire ce père américain qui emmène ses enfants faire un voyage initiatique pour mieux découvrir la démocratie. C'est lui qui va résister dans un premier temps à l'insulte, et de manière extrêmement calme et mesurée, puisqu'il ne va pas réagir par l'insulte. Il veut faire valoir ses droits, mais ses droits par la police, par la justice, et pas du tout par la violence. Herman est celui qui veut rester aux États-Unis. La résistance pour lui ne passe pas par l'exil. Il veut rester, au contraire, son engagement, c'est de rester à l'intérieur de son pays pour que les choses ne dégénèrent pas. En bon citoyen, il éduque ses enfants, il essaye de leur démontrer les errances du gouvernement Lindbergh. Pour cela, il les emmène au cinéma, le newsreel. Pour cela aussi, il leur fait écouter la radio, il leur donne des explications. C'est le grand héros du roman. Et pourtant, lui aussi a une part d'ombre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il défend ses droits de manière un petit peu jusque-boutiste. Heureusement que sa femme lui rappelle qu'il a une famille au restaurant et qu'il est responsable de la famille. Il ne peut pas en fait se défendre pleinement parce qu'il est responsable de sa famille. Mais il pourrait mettre sa famille en danger en se défendant jusqu'au bout. Et puis, il va finir par acheter une arme parce que effectivement les pogroms deviennent de plus en plus importants. En fait, c'est pas une arme qu'il a achetée, c'est un nouveau voisin italien qui a été affecté dans son quartier, puisque comme les juifs n'ont pas voulu partir, eh bien on a décidé de les mélanger en donnant les appartements vides à d'autres communautés, dont la communauté italienne. Et donc Herman, lui non plus, même s'il est présenté comme le grand héros du roman, n'est pas lui non plus entièrement blanc. D'un autre côté, cette fois-ci du côté des bourreaux, nous avons des traîtres aux bonnes intentions. Et nous avons aussi des gens qui pourraient être du côté des juifs et qui en fait les défendent extrêmement mal. Je vais commencer par évidemment l'oncle de la famille, l'oncle Monty, qui lui estime que de toute manière ce qui compte c'est la réussite, l'argent, et donc lui du moment que le gouvernement lui permet de continuer à faire des affaires, et bien finalement il laisse faire.
C'est une manière d'un petit peu être traître à sa communauté et traître aussi aux devoirs civiques américains. Vous avez bien sûr Alvin, puisque Alvin, normalement, il devrait faire partie des héros, mais finalement, ce héros, il a été attaqué jusque dans sa chair, avec ce moignon, pour de mauvaises raisons, puisque il a reçu une grenade pour avoir craché sur son ennemi. Donc il ne respecte pas l'humanité de son ennemi. C'est vraiment l'une des pires figures. Sous couvert d'héroïsme, en fait, on a le trait le plus abject de la nature humaine. En fait, il s'engage, non pas parce qu'il est pour l'engagement, mais il s'engage pour tuer. C'est-à-dire qu'il est foncièrement mauvais. Et ce qui va nous le prouver, c'est qu'une fois revenu à la vie civile, malgré tous les efforts de la famille Roth, y compris les efforts de Philippe pour l'intégrer, pour faire en sorte que au niveau de sa prothèse, il ne souffre pas, etc., il va finir à nouveau par choisir le mauvais chemin, celui de la mafia, celui de l'argent facile, celui des trafics. Vous avez bien sûr comme traître à sa communauté, et non des moindres, Bengelsdorf. Il est peut-être un petit peu à mettre du même côté que Alvin. Parce que finalement, il trahit sa communauté pour justement des raisons d'intérêt personnel. C'est-à-dire que c'est pour sauver sa propre peau qu'il va se mettre du côté de Lindbergh. Et c'est absolument pas pour défendre l'intérêt collectif des Juifs. Ça, c'est ce qu'il dit, ça, c'est ce qu'il prétend pour les insérer, pour les protéger. Mais dans la réalité, tous ces programmes qu'il propose sont là pour exclure les Juifs de l'ensemble des citoyens américains. Disons-le clairement. Et cela lui permet par contre de briller et d'être près de Lindbergh et finalement de recevoir un petit peu le pouvoir de Lindbergh. C'est ce qu'explique en fait très bien de la Boétie dans De la servitude volontaire, où elle explique qu'en fait on sert quelqu'un, on devient son serf, son esclave, son serviteur, uniquement parce qu'on espère qu'une partie du pouvoir qu'il détient retombe un petit peu sur soi. Donc en fait, Bengelsdorf, lui, ce qu'il cherche, c'est le pouvoir. Et on le voit très très bien lors du dîner à la Maison Blanche. Il s'agit de montrer sa réussite sociale, de montrer qu'il est proche du pouvoir et de montrer qu'il en a donc, du pouvoir. Parmi les traîtres, au sein même de la famille Roth, le traître le plus proche d'Hermann ou de Philippe, c'est bien sûr Sandy, qui comprend très tôt qu'il est un traître puisqu'il cache à l'intérieur de son carton à dessin des dessins de Lindbergh extrêmement héroïques qui montrent la fascination qu'il a pour cet homme. Et puis, au fur et à mesure, Sandy est de plus en plus proche d'Eileen, et puis et du rabbin Bengelsdorf. Il est engagé parmi un programme particulier des gens parmi d'autres, et il va se retrouver chez un fermier américain du Kentucky il s'agit, dès que je l'aurai trouvé, de monsieur Mawinet,
qui est un fermier américain, chrétien, on dirait WASP de nos jours, protestant si vous préférez. Chez lui, il va manger du porc, ce qui est une manière en fait pour lui de montrer qu'il tourne totalement le dos au judaïsme, aux traditions cachères et d'essayer de se faire chrétien. D'une certaine manière, il y a quand même dans le roman bien montré que les juifs vivent à part des chrétiens, puisque quand Philippe part avec un de ses amis hors de son quartier, il découvre que Noël, le mois de décembre, est vraiment réservé aux chrétiens. Il lui manque encore des informations en fait à Philippe. Il n'est pas mûr, il n'a pas conscience de tout. Mais pour revenir à Sandy, il veut de plus en plus être proche du rabbin Bengelsdorf. C'est plus par naïveté que par volonté d'avoir le pouvoir. Sandy, il y croit dans ce que dit Lindbergh, il y croit dans ce que dit le rabbin Bengelsdorf. Il a vraiment tout avalé. C'est pour cela qu'il veut lui aussi participer au fameux banquet à la Maison Blanche avec le rabbin, avec la tante Yveline. Et lorsqu'il demande de l'autorisation à son père, bien sûr, c'est une grosse dispute familiale qui tourne à la gifle. C'est-à-dire que Hermann Roth est obligé de gifler son propre fils pour lui faire bien comprendre que non, il n'ira pas, que c'est dangereux, que ce n'est pas possible. Donc on pourrait croire que Sandy est celui qui est non seulement le traître au devoir civique américain, le traître à sa communauté et le traître à son père. Le traître au sein même de la famille de Roth, Sandy serait le traître. Mais en fait, on s'aperçoit qu'à la fin, lorsqu'il y a les pogroms et qu'il faut aller rechercher le petit Seldon qui a été envoyé lui aussi dans le Kentucky chez des gens parmi d'autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause de la trahison entre guillemets de Philippe, eh bien Sandy part avec son père et c'est là qu'il se rend compte, au contact de la cruauté des visions, de ces feux qui sont allumés sur la route de nuit, il se rend compte d'un seul coup de la gravité de la situation. Et finalement, il revient dans le giron paternel, donc il revient dans le giron de sa communauté, et il revient du côté du citoyen américain, avec les valeurs démocratiques. Lindbergh est aussi un héros du mal, assez controversé. Tout au long du livre, il a une image extrêmement positive. C'est le traître en fait qui se cache derrière le masque du héros. Et on pourrait penser que c'est vraiment le grand méchant du roman, et il n'en est rien, parce qu'on se rend compte que quelquefois il a peut-être agi sous la pression nazie, sous l'effet du chantage. Et autre point, c'est lui qui explique face aux nazis qu'il ne peut pas aller aussi vite que les nazis le voudraient pour embrigader la société américaine dans le nazisme, parce qu'il y a la Cour suprême qui protège le droit des individus. Donc d'une certaine manière, il est extrêmement ambigu. Si on regarde bien la situation par rapport à notre histoire française à nous, c'est un petit peu le Pétain du gouvernement de Vichy. Sous prétexte de protéger les Français, on va dénoncer des Juifs, et puis vous avez le grand héros De Gaulle, qu'on ne considère pas comme un véritable héros. Vous aurez la victime sacrificielle avec Jean Moulin, hein, le fameux Winchell, même si lui, il est un héros beaucoup plus présentable, à notre Jean Moulin. Mais finalement, on va retrouver dans le roman
des éléments qui nous sont extrêmement familiers au niveau de l'histoire. On y reviendra. Mais donc, finalement, le président par intérim, le monsieur qui va décréter l'état d'urgence, comment il s'appelle, après la disparition de Lindbergh, et qui va être dénoncé par Madame Lindbergh. Donc ce président par intérim, finalement, montre lui le véritable visage du mal au sein du roman. Puisque d'une certaine manière, la disparition de Lindbergh rend aussi très flou cette image. Pourquoi a-t-il disparu? Toutes les questions en fait que laisse en suspens le roman autour de sa disparition font penser que peut-être Lindbergh a disparu volontairement et que peut-être il ne voulait pas assumer ce qu'il était en train de faire. Donc finalement, l'image du méchant au beau visage de Lindbergh est lui aussi pas si nette. Et finalement, c'est le président par intérim qui, lorsque Lindbergh est déclaré disparu, Wheeler, voilà le vice-président Wheeler par intérim, il décrète l'état d'urgence et il est à la tête du pays. Et d'un seul coup, on n'est plus dans une démocratie. C'est lui le véritable dictateur, ici. Donc d'une certaine façon, le roman offre une complexité du peuple américain très proche de la réalité, on y reviendra. Ce qu'il faut surtout retenir de tout cela, c'est que Hermann Roth essaye vraiment de rendre l'aspect réel du peuple américain, des communautés. Finalement, il essaye de mettre en avant la fameuse devise américaine « E pluribus unum », c'est-à-dire qu'à partir de plusieurs, un seul peuple. On voit bien en fait que tous ces individus sont extrêmement divers et variés, et qu'ils sont rassemblés, et qu'ils vont finir par se rassembler autour du héros, qui est Franklin Delano Roosevelt. Mais il montre bien finalement que le melting pot américain, qui les rend si fiers, est extrêmement fragile en fait. Que l'unité de ce peuple, et pluribus unum, elle est compliquée à maintenir et qu'elle peut facilement voler en éclats, comme d'ailleurs toute unité. En traitant cette question, je traite la question de la fraternité, évidemment. Donc ici, le peuple américain est constitué d'une extrême variété. C'est la fameuse bigarrure dont parle Platon dans la République au travers de Socrate, lorsqu'il dit que la République c'est la diversité, la variété, avec comme une étoffe de tissu avec toutes les couleurs possibles extrêmement chatoyantes. Cette étoffe, pour le regard naïf d'un enfant, peut paraître belle, et c'est ce qu'on a à travers Philippe, le narrateur, mais en même temps, elle peut être extrêmement difficile à diriger, toute cette grande variété. Et elle peut être au contraire une espèce de chimère, elle peut être quelque chose d'horrible, de monstrueuse par cette diversité. Et c'est aussi ce que Philippe Roth nous montre, puisqu'il a à la fois le regard naïf de l'enfant et à la fois le regard apeuré de l'enfant. Donc il essaye vraiment de nous rendre la complexité du réel. Et c'est pour ça que la prochaine fois, nous allons aborder notre fameux axe 2, le roman, qui est en fait une des solutions possibles pour éviter les dérives dictatoriales et totalitaires
présente à l'intérieur de la démocratie. Donc c'est ce que nous verrons la prochaine fois. À bientôt!